Bonsoir, c'est l'endroit incontournable à Paris en cette fin d'année avec ses illuminations, avec le réveillon de la Saint-Sylvestre, les Champs-Élysées qui attirent chaque jour 300 000 visiteurs. Les Champs-Élysées, symbole de Paris, symbole de la France aussi à tout point de vue. Oui, synonyme d'attractivité touristique, de qualité, mais aussi peut-être l'endroit où se tiennent, où se cristallisent les tensions propres à notre pays. Oui, peut-être mauvais accueil, insécurité, les incohérences sur la législation, l'ouverture des magasins le dimanche, le soir. Les Champs-Élysées, emblème de Paris et de la France, pour le pire et pour le meilleur. Voici les décodeurs de l'écho. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Les Champs-Élysées pour le meilleur et pour le pire. Voilà pour ce soir de réveillon. On est ensemble, les décodeurs de l'écho sur BFM Business jusqu'à 20h30 avec une rediffusion tout à l'heure, bien sûr, à 23h30. Je vais vous présenter nos décodeurs de l'écho dans un instant avec trois grands rendez-vous. Donc trois grands rendez-vous jusqu'à 20h30 comme on le fait tous les soirs et comme on le fera évidemment en 2014 dans les décodeurs de l'écho. Oui, le business sur les Champs-Élysées. Les dernières enseignes, on verra, celles qui sont arrivées, celles qui sont attendues. Et combien dépense-t-on sur la célèbre avenue, la plus belle avenue du monde, dit-on. Autre point, oui, les plus beaux emplacements des Champs-Élysées. Ils continuent de se louer à des niveaux records, vous le savez, mais faut-il ouvrir les magasins le soir, le dimanche? Ah bah oui, ça justement, hein. Quel casse-tête, vous le savez. Troisième grand rendez-vous aussi d'ici 20h30. Oui, des beaux Champs-Élysées, c'est participer au rayonnement de la France, bien entendu. Quels sont nos atouts? Puis hélas peut-être, nos handicaps, très nombreux. Accueil déplorable, des transports insuffisants et puis les violences contre les touristes. Nos décodeurs de l'écho. Alors, il y a un commerçant bien en vue sur les Champs-Élysées. C'est Sylvain Aurébi qui a ouvert son flagship, son vaisseau amiral Kousmiti. Il y a quelques mois maintenant, et vous le connaissez évidemment, il intervient régulièrement sur BFM Business. Avec nous également Christian Dubois, le directeur général de Cushman & Wakefield, spécialisé dans l'immobilier de bureau, l'immobilier d'entreprise. Benaouda Abdedaïm, voilà de quoi bien terminer l'année. Éditorialiste à BFM Business, tout comme Emmanuel Le Chypre, bien entendu. Et puis, autre décodeur de l'écho ce soir, Jean-Noël Reinhardt, le président du comité des Champs-Élysées, association qui depuis maintenant un siècle défend les intérêts d'une bonne centaine d'enseignes, entreprises, lieux de vie dans le quartier. Alors, je le disais, 300 000 visiteurs chaque jour sur les Champs-Élysées. Un quart de visiteurs étrangers qui arpentent les champs, des champs qui génèrent 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Allez, sur place, c'est Jean-Baptiste Huet pour les décodeurs de l'écho. Des voitures, des piétons, des vélos, finalement les Champs-Élysées des années 20 avaient quelques points communs avec l'avenue que l'on connaît aujourd'hui. Malgré tout, il y a un monde entre les deux. Aujourd'hui, les Champs-Élysées drainent 100 millions de personnes chaque année. Autant de consommateurs en puissance. Autant dire que pour une marque, c'est une vitrine incontournable. D'ailleurs, elles y sont toutes, ou presque. Vêtements, voitures, alimentation, culture. Il faut sérieusement jouer des coudes pour se faire une place au soleil et surtout jouer du portefeuille. Cette année, le mètre carré moyen tutoie les 13 200 €. C'est simplement 40% de plus que l'année dernière. Les Champs-Élysées sont aujourd'hui la 3e avenue la plus chère du monde, derrière Causeway Bay à Hong Kong et la 5e avenue à New York. Mais en fait, pour de nombreuses personnes, les Champs-Élysées ne sont pas toujours la promenade idéale, car jugée parfois trop chère, réservée aux touristes et parfois dangereux. Non, je n'y viens que pour voir des expositions au Grand Palais, des choses comme ça. Les courses, non, absolument pas. Il y a beaucoup de touristes, beaucoup de pickpockets et il y a beaucoup de lieux dans Paris qui m'attirent plus que les Champs-Élysées. Les enseignes sont faites que pour la manne touristique. Aujourd'hui, on peut rien faire sur les champs. Beaucoup de touristes et... beaucoup trop. Ah oui. C'est assez cher les boutiques dans l'ensemble. Des avis en tout cas que ne partagent pas forcément les touristes. Qu'ils viennent d'autres régions, de France, de Chine, du Japon ou du Moyen-Orient, ils sont chaque année
plus de 20 millions à défiler sur les Champs-Élysées. Oui, justement, la plus belle avenue du monde, dit-on, qui a bien changé depuis les images du début du siècle où on voyait Jean-Noël Reinhardt à la télévision, pour ceux qui nous suivent à la télévision. Au début du siècle, c'était l'avenue de l'automobile. Ouais. C'est une espèce de ligne droite, les voitures arrivaient, puis les gens essayaient leur voiture sur les Champs-Élysées. Aujourd'hui, c'est toujours l'avenue de l'automobile, mais c'est beaucoup l'avenue des piétons aussi. Donc, Avec voilà. des trottoirs élargis depuis une vingtaine d'années. Depuis une vingtaine d'années, absolument. Oui, attendez, Jean-Noël Reinhardt, en cette période de fête, combien de visiteurs On parle de 400-500 000 personnes par jour. Donc c'est effectivement gigantesque. Ça fait 12-15 millions de personnes pour le seul mois de décembre. Mais les Champs-Élysées, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est 1 milliard, entre 1,2 milliard et 1,5 milliard de chiffre d'affaires. C'est 12% de la détaxe nationale sur les Champs-Élysées. C'est un quartier d'affaires qui accueille tous les jours 180 000 personnes qui sont principalement des cols blancs. Donc vous avez des flux qui sont tout à fait exceptionnels. Oui, 4000 guirlandes qui éclaireront l'avenue jusqu'au 8 janvier, donc on va continuer de les voir même en début de 2014. C'est nécessaire chaque année de renouveler comme ça 4000 guirlandes, je ne sais pas, mais 1 million de points lumineux, oui, ça je sais. Oui. Donc elle est très longue, oui, parce que ça fait partie de la magie des Champs-Élysées. Les illuminations des champs, ça lance la période de Noël, non seulement en France, mais également dans le monde entier, parce que c'est retransmis dans plein de pays. Donc oui, on a le souci chaque année de les reconduire, de les améliorer, de les réinventer, parce que chaque fois c'est attendu avec beaucoup d'enthousiasme. C'est génial. Emmanuel Le Chypre. C'est un lieu où on se promène beaucoup. Je suis pas sûr que le potentiel commerçant soit si exploité que ça. J'ai pas l'impression que les gens achètent tant que ça. Sur les Champs-Élysées, hormis alors quelques magasins et quelques étrangers, mais honnêtement, moi je suis pas emballé par les magasins sur les Champs-Élysées. D'abord, c'est pas des magasins de luxe. Pardon, Emmanuel, qu'est-ce qui vous dérange? Non, mais c'est pas que ça me dérange, mais quand on dit que c'est des magasins de luxe, c'est absolument pas des magasins de luxe. C'est des magasins de grande consommation, un peu haut de gamme. Les grandes enseignes du luxe, elles sont pas là. Mais personne ne dit que c'est le luxe. Ah, si, les Champs-Élysées, mais pas du tout. Des boutiques de luxe. Vuitton et Guerlain qui a agrandi sa boutique, Guerlain. Oui, vous allez me dire, c'est deux sur Guerlain, commerce, Jean-Noël Reinhardt, 180 à peu près. Les vraies boutiques de luxe. Il y a 120 commerces. Mais je crois si vous me permettez, je crois qu'on confond beaucoup de choses. Oui. On confond les décodeurs sont là. On confond le fait que les Champs-Élysées soient une avenue prestigieuse, qui a une notoriété mondiale, une image exceptionnelle, et qu'en même temps cette avenue est populaire, parce qu'elle est populaire. Et parfois on compare effectivement. Qu'est-ce qui la rend populaire? Mais ce qui la rend populaire, c'est les raisons pour lesquelles on y vient. On y vient depuis un siècle parce qu'on va au cinéma, parce qu'on va au restaurant, parce qu'on s'y promène, parce qu'on va à l'Arc de Triomphe, parce qu'on va à la Concorde, parce qu'on va dans les commerces. Les commerces, c'est depuis 1980. Avant, il n'y avait pas de commerce. Il y avait des hôtels, il y avait des choses. Mais il faut qu'on arrête de comparer l'avenue Montaigne avec les Champs-Élysées. Champs-Élysées, c'est beaucoup de monde pour une consommation plutôt de masse, mais dans des magasins qui sont des magasins prestigieux. Et à côté de la consommation de masse pour 300 000 personnes par jour, vous avez également des enseignes prestigieuses, dont certaines sont présentes sur le segment du luxe. Mais les magasins de luxe des Champs-Élysées n'ont pas la même clientèle que les magasins de luxe de l'avenue Montaigne. Et je ne souhaite pas, en tant que président de l'association, que les Champs-Élysées deviennent l'avenue Montaigne. Oui, alors justement, tiens, Sylvain Oribi, vous êtes arrivé sur les Champs-Élysées il y a combien de temps avec Kousmiti? En 2010, on est en 2010, et vous avez doublé Kousmiti d'un très beau restaurant donc à l'étage. Vous y êtes pourquoi? Vous y êtes pour faire un peu une belle vitrine, ou vous attendez des clients dedans? On attend les deux. En fait, évidemment, les Champs-Élysées, c'est une superbe vitrine internationale parce que chaque étranger qui vient en France passe par les Champs-Élysées. Chaque Français, d'ailleurs, qui vient des provinces françaises qui passe en France, passe par les Champs-Élysées, à pied, peut-être pas à cheval, mais en voiture. Donc, on voit absolument toutes les enseignes qui sont là. Nous, on a je le vis tous les jours, des grands magasins étrangers, des gens qui veulent travailler avec nous du monde entier, parce qu'ils nous ont vus sur les Champs-Élysées. Donc, c'est clairement, en termes de notoriété, en termes de visibilité, c'est extraordinaire. C'est un joli corner, et puis, voilà. Évidemment. Et puis, à côté de ça, commercialement, ça marche très bien. Alors, je dis à Emmanuel Le Chypre, il faut venir se promener de temps en temps sur les Champs-Élysées. Les gens achètent. Ah, mais les gens viennent, ils se promènent, ils achètent. Moi, je vois, puisque j'ai 35 boutiques en France environ, donc je vois à peu près comment ça se situe, les Champs-Élysées, par rapport aux autres boutiques qu'on a. C'est bien évidemment, comme pour la plupart des enseignes, la première de nos boutiques, et elle est très largement en tête sur le peloton qui suit des trois boutiques qui sont à Saint-Lazare, avenue de l'Opéra
Donc évidemment que les gens viennent acheter, mais ils déambulent, ils se promènent et de temps en temps ils s'arrêtent devant une boutique. Il y a tellement d'occasions. C'est combien le panier moyen ordinaire sur les Champs-Élysées, Jean-Noël Reynard, vous président du comité des champs? Je sais pas répondre à cette question parce que le panier il est constitué de tas d'actes d'achat différents. Moi ce que je retiens c'est 12% de la taxe nationale. On parle toujours des grands magasins, effectivement le boulevard Haussmann c'est le lieu qui accueille de façon très organisée les touristes étrangers, mais les Champs-Élysées qui n'ont pas cette organisation de grands magasins, parce qu'il n'y a pas de grands magasins sur les Champs-Élysées, représentent quand même 12% de la détaxe, c'est-à-dire une attractivité exceptionnelle vers les touristes. Galerie Lafayette plus Printemps, c'est combien ça représente à peu près Oui, enfin je pense que le quartier Haussmann est de loin le premier quartier, je pense qu'on est à 30 ou 40%. Galerie Lafayette plus Printemps, ça doit représenter pas loin de 3 milliards, je pense. Hein. Oui. Ouais. On est à 1,5 milliard, on le rappelle, sur les Champs-Élysées. Christian Dubois, directeur général Cushman & Wakefield. Nous, les chiffres que l'on a, c'est naturellement très différent selon les activités dans lesquelles on se situe. Ce que l'on remarque, c'est une amplitude de chiffre d'affaires par mètre carré, qui est un peu la mesure que l'on a nous, qui est située entre 10 000 euros et plus de 100 000 euros le mètre carré. C'est naturellement beaucoup plus en matière de rentabilité au mètre carré que des artères commerçantes comme la rue de Rivoli ou comme la plupart des artères commerçantes. Le loyer annuel moyen sur les Champs-Élysées, c'est de combien? Il n'y a pas de moyenne. En fait, il n'y a pas de moyenne. Il y a des loyers. Alors d'abord, il y a souvent une confusion, et je suis content de pouvoir m'exprimer ici là-dessus. Il y a une grande confusion entre le loyer payé et la valeur locative. Bon. Alors cette grande confusion, très rapidement pour expliquer ce que c'est, le loyer, c'est le loyer. La valeur locative, c'est le loyer plus le pas de porte éventuel que doit payer un commerçant auprès d'un autre commerçant ou auprès d'un propriétaire pour avoir accès à cette rareté et à cet emplacement. Donc la valeur locative sur les Champs-Élysées, on va dire que la valeur locative moyenne pour une petite boutique est aujourd'hui de l'ordre de 13 000 euros le mètre carré. 13 000 euros le mètre carré. Valeur locative, c'est donc loyer plus pas de porte décapitalisé. Bien. Qui a augmenté de 30%, après 38%, après déjà une augmentation de 30% l'année précédente. Non, après une augmentation d'une dizaine de pourcents l'année précédente. En fait, la valeur locative des Champs-Élysées, elle se situe dans le classement que l'on fait, Main Street Across the World, elle se situe à 38% de plus que l'année précédente. Elle se situe en 3e position derrière Causeway Bay et Causeway Bay à Hong Kong, bien sûr. Et la 5e avenue à New York. Et en fait, le classement que l'on donne... Devant Ginza à Tokyo et New Bond Street à London. Absolument. Voilà. Et c'est par rapport aux transactions réalisées? C'est par rapport uniquement aux transactions réalisées. Ouais. Et donc, il y a des grandes disproportions entre un bout des Champs-Élysées et un autre, entre un trottoir et un autre. Et puis le côté soleil, le côté ombre. Le côté soleil, c'est le côté pair, le côté ombre, c'est le côté impair. Où vous vous trouvez d'ailleurs, Sylvain Ribé alors on peut en parler du côté impair, qui était le mauvais côté, soi-disant, il y a quelques années, et qui est devenu le bon côté, parce qu'il y a des très belles enseignes. Et je crois qu'il y avait trop de monde de l'autre côté, en fait, paradoxalement. Ça a desservi le côté soleil. Il y a beaucoup de monde, c'est très difficile d'y marcher. Et l'autre côté, qui était moins cher, a pris le pas sur le côté soleil. Il y a de belles marques qui sont installées. Il y a la durée, par exemple, côté impair. Il y a une célèbre marque de dosette de café. Bon, très bien. Louis Vuitton. Voilà. Non, je dis une célèbre marque parce que je ne veux pas faire de concurrence à coup. Non, mais ils ne me font pas de concurrence. C'est Nescafé, bien sûr, chacun se trouve. Non, c'est Nespresso, en fait. Qu'est-ce que j'ai dit? Nespresso. Nescafé est une bonne marque aussi. Oui, Nespresso. Enfin, je dis Nescafé en pensant Nespresso. Oui, Benaouda Abdellian, on vous a pas du tout entendu. Qu'est-ce qui se passe? Il va pas sur les champs. Sur Cushman & Wakefield. En regardant les données, vos données, on a l'impression que il y a des indicateurs avancés en macroéconomie et il y a des indicateurs inversés finalement. Parce qu'on voit que dans une économie morose comme celle de la France, où prévision de la croissance économique en 2014 c'est 1%, on voit que les valeurs locatives c'est plus 38,5% sur les Champs-Élysées. Vous allez sur la 5e avenue, où là, il y a un dynamisme économique, une reprise. En tout état de cause, selon le FMI, une prévision de croissance économique de 2,6%. Donc sur la principale avenue de la principale ville de l'économie qui fait 2,6%, vous assistez à une stagnation de la valeur locative. Est-ce que finalement, dans ces avenues commerciales exceptionnelles,
on est totalement décorrélé en fait de la réalité de l'économie nationale. Très très bien. Alors qui répond Christian Dubois-Cochemann et ensuite Jean-Noël Reynard, du président du En fait, il y a une forme de décorrélation, mais si on regarde vraiment dans le détail le classement, en fait, certes, la 5e avenue est restée stable. Causeway Bay Hong Kong, c'est 16,5% de croissance d'une année sur l'autre. Et la plupart des artères numéro 1 ont pris en moyenne 7%. Alors pourquoi 38% sur les Champs-Élysées? Parce que sur les Champs-Élysées, c'est la loi de l'offre et de la demande. Il y a une demande extrêmement forte exprimée par des enseignes internationales. Et quand je dis enseignes internationales, ce n'est pas nécessairement des enseignes qui ne sont pas françaises. Il y a des enseignes françaises internationales. Donc c'est la demande des enseignes internationales par rapport à l'offre qui est extrêmement rare sur cette artère, conjuguée à un effet de la législation française, dans lequel vous savez que le locataire a le droit perpétuel au renouvellement de son bail, ce qui est quand même une caractéristique très française. Cette combinaison d'événements ont fait que sur l'année écoulée, ces valeurs locatives sur des transactions de petite surface aussi, et c'est important de le souligner, ce n'est pas exactement les mêmes progressions de valeur si on avait eu des transactions de grande surface, eh bien c'est ce qui explique en fait ces 38,5%. Pour résumer, ce n'est pas en regardant les beaux commerciaux sur les Champs-Élysées ou sur la 5e avenue que vous pouvez connaître la santé. D'autant plus que ça doit être sur un nombre de transactions assez limité. Mais voilà. Très limité. Christian Dubois disait que les moyennes ne veulent rien dire. Il a raison. Ça veut rien dire, plus 38. Les Champs-Élysées, c'est 2,4 km de long. Il y a 120 commerces. Pourquoi on a fait plus 38? Parce qu'il y a eu peu de transactions sur une portion de 100 mètres de long ou de 80 mètres de long au milieu des Champs-Élysées, donc 80 mètres sur 2,4 km au milieu, très peu de transactions, à des prix totalement délirants. Pourquoi? Parce que des grandes marques internationales américaines, la nouveauté c'est que depuis quelques années, les Américains viennent. Ils ne sont pas venus. On dit toujours que c'est les leaders, les précurseurs, ils ont des grandes marques, mais en matière de retail, ils sont venus en retard. Et toutes les grandes transactions qui se font sur les Champs-Élysées depuis quelques années se font au profit d'entreprises américaines, et elles ont raison. Et il se trouve que 2 transactions, je ne sais pas combien il y a eu de transactions dans l'année sur les Champs, Monsieur Dubois, mais 2 transactions, donc 50% des transactions se sont faites à des prix exorbitants sur 80 mètres. J'insiste là-dessus parce que je ne voudrais pas que l'ensemble des bailleurs des Champs-Élysées pensent que leurs loyers peuvent augmenter de 40%. Moi, en tant que président du comité, je souhaite que dans quelques années, il y ait toujours des cinémas, il y ait toujours des restaurants, il y ait toujours des lieux de culture pour qu'on ait cette espèce de mélange exceptionnel qui n'existe sur aucune autre artère. Le jour où les Champs ressembleront à la rue de Rivoli, je suis désolé, il y aura plus de 300 000 personnes par jour sur les Champs-Élysées. Justement, on verra dans un instant quelles sont les enseignes qui sont arrivées ces derniers temps, celles qui sont attendues justement. Est-ce qu'il n'y a pas trop de magasins de textiles aussi? C'est un peu le reproche parfois de la mairie de Paris. Restez avec nous, les décodeurs de l'écho, pour ce réveillon. Très bonne soirée, les Champs-Élysées, pour le meilleur et pour le pire. À tout de suite. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. Je m'appelle Jean-Michel Berru, j'ai 42 ans et je co-dirige GIFMAR Offshore Service. Nous sommes des ingénieurs marins ou des marins ingénieurs et nous jouons sur la double nuance. Nous fournissons à nos clients des services intégrés dans le secteur du maritime avec la robotique sous-marine. Nous avons créé avec Fouad Zahedi GIFMAR Offshore Service en 2005. Nous avons acheté notre premier bateau en mars 2006 et aujourd'hui nous avons une flotte de 7 navires. Donc GIFMAR Offshore Service aujourd'hui représente 100 collaborateurs pour un chiffre d'affaires d'environ 15 à 16 millions d'euros en 2013. Nous sommes implantés aujourd'hui en Grande-Bretagne, en Algérie, en Côte d'Ivoire et tout récemment nous ouvrons une filiale au Congo et nous devrions également ouvrir un bureau à Kuala Lumpur avant la fin de l'année. Donc BPI France nous a toujours soutenus depuis la création de GIFMAR, en soutien à l'innovation, en contre-garantie auprès des établissements bancaires. Et également, nous avons utilisé un CDP d'1,4 million d'euros pour soutenir notre croissance et notre développement. Nous avons des contacts réguliers avec les collaborateurs de BPI France, à la fois en termes de financement, puisque nous sommes en continuelle recherche de financement pour notre développement, et également pour trouver des solutions qui nous permettent de passer des fois des paliers plus ou moins hauts.
Les Philippines ont été violemment frappées par un typhon. Plus de 4 millions d'enfants sont en danger. Ces enfants et leurs familles tentent maintenant de survivre à la catastrophe. Avec votre soutien, l'UNICEF leur fournit du matériel d'urgence. Chaque minute compte. Aidez-nous à sauver ces enfants. Faites un don sur unicef.fr ou sur la boîte postale 600, Paris 6e. Joyeuses fêtes sur BFM Business. – 19h30 sur BFM Business, on fait un point sur l'actualité. 17 départements sont toujours en vigilance orange, principalement sur un axe Rhône-Saône, et ce en raison des vents violents, d'inondations ou encore des risques de submersion. Le sud-est, pour sa part, attend encore de fortes pluies. Selon ERDF, 145 000 foyers étaient toujours privés d'électricité en fin d'après-midi. Morlaix, Quimper, Quimperlé et Châteaulin ont obtenu l'état de catastrophe naturelle. Toutes ces villes ont été inondées par le passage de la tempête Dirk. La croissance française a bien marqué le pas. Au troisième trimestre, le PIB a reculé de 0,1%. Et dans le même temps, c'est une bonne nouvelle en trompe-l'œil du côté de la consommation des ménages. La consommation rebondit au mois de novembre de plus 1,4% après une très légère baisse au mois d'octobre. Mais les causes de ce rebond sont surtout conjoncturelles. Les explications de Mathieu Moulin. Ce rebond de 1,4% s'explique principalement par l'envol de la consommation d'énergie et encore grâce à un effet de base favorable. Il a fait particulièrement beau en octobre et les dépenses en gaz, électricité et fuel ont baissé de presque 5%. Il a fait un temps tout à fait normal en novembre. Les dépenses d'énergie rebondissent donc tout naturellement, plus 7,5%. Même cause, même conséquence. Les achats de vêtements, cuirs et textiles progressent également, tout comme les produits pétroliers. Pour le reste, ce n'est pas encore la reprise alimentaire, automobile, équipement, tout est stable ou en baisse. D'après certains commerçants, les Français, cette année, avaient anticipé leurs achats de Noël. Manifestement, la consommation n'en a pas profité en novembre. En automobile, les constructeurs français sortent la tête de l'eau. Selon les chiffres provisoires que BFM Business s'est procuré, Renault a vu ses ventes progresser de 31%, Citroën de 19%, mais les chiffres officiels seront publiés le 2 janvier. Dans l'actualité internationale, feu vert pour le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Le budget 2014 a été validé. Il prévoit des dépenses publiques records de plus de 671 milliards d'euros. Le gouvernement a également supprimé le mot déflation de son rapport économique mensuel. Une première depuis 4 ans, même si le phénomène n'est pas encore vaincu. Moscou saisit l'Organisation mondiale du commerce 1 an après son accession à l'OMC. La Russie a lancé une procédure à l'encontre de l'Union européenne. Elle s'estime en effet lésée par la taxe imposée sur une série de produits importés, taxe plus lourde au motif que les industriels du pays bénéficient de prix plus faibles pour leur énergie. Mikhail Khodorkovsky a déposé une demande de visa pour la Suisse. L'ancien oligarque n'a pas l'intention de rentrer en Russie, et ce en raison d'une condamnation au civil toujours valide d'un montant de 550 millions de dollars. En attendant, après 10 ans de prison, il va passer Noël en famille à Berlin. Rafik Khalifa, extradé vers l'Algérie. L'ex-mania algérien a été remis par Londres aux autorités algériennes. Il a épuisé tous ses recours au Royaume-Uni. Rafik Khalifa est poursuivi par la justice en France et en Algérie pour banqueroute et détournement de fonds. En Centrafrique, Bangui est toujours en effervescence. La capitale s'apprête à passer un réveillon de Noël sous couvre-feu face aux violences qui secouent la ville. Le président centrafricain lance un nouvel appel à la paix. Mickey se met aux réseaux sociaux. Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter, rejoint le conseil d'administration de Disney. L'entrepreneur de 37 ans va ainsi apporter son expérience autour d'Internet et de la maîtrise des réseaux sociaux. Une nouvelle fonction pour l'Américain qui reste cependant président du conseil d'administration de Twitter et garde sa place de directeur général de Square, son entreprise qui permet le paiement par téléphone portable.
La réhabilitation d'un des grands esprits du XXe siècle, le mathématicien et informaticien britannique Alan Turing, condamné pour son homosexualité, se voit accorder la grâce royale à titre posthume. L'occasion de parler de cet homme, souvent considéré comme le père de l'informatique. Les précisions d'Anthony Morel. La légende veut que ce soit lui qui ait inspiré le logo d'Apple. La pomme croquée serait une référence au suicide d'Alan Turing, qui s'est donné la mort en mangeant une pomme imprégnée de cyanure. Apple s'est plus vraisemblablement inspiré de la pomme de Newton, mais qu'importe, ça fait partie du mythe Turing. Son principal fait d'armes, avoir raccourci la Seconde Guerre mondiale en décryptant le code de la machine Enigma, utilisée par les sous-marins allemands pour s'envoyer des messages secrets. Mais c'est aussi l'un des pères fondateurs de l'informatique. En 1936, à 24 ans, il invente la machine de Turing, un modèle qui pose les bases théoriques de l'ordinateur. Une machine à laquelle on donne des programmes codés à exécuter et capable de calculer comme un être humain. Un principe fondamental encore utilisé dans les ordinateurs d'aujourd'hui. Dès les années 50, il s'intéresse à l'intelligence artificielle, plus que jamais d'actualité à l'heure de la révolution robotique. Mathématicien génial, visionnaire et icône pour de nombreux scientifiques. Aujourd'hui, le prix Turing attribué chaque année est considéré comme le prix Nobel de l'informatique. Et on finit ce journal avec la bourse. Le CAC 40 a clôturé à 14h à l'équilibre, à plus 0,7% à 4218 points. Et c'est un nouveau record pour le Dow Jones au terme d'une demi-séance à plus 0,39% à 16 350 points. À noter que les bourses seront fermées demain, jour de Noël, et après-demain. BFM Business, il est 19h35 et tout de suite vous retrouvez Fabrice Lundi, la suite des décodeurs de l'écho. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Oui, et l'écho s'éclaire grâce aux 4000 guirlandes des Champs-Élysées. Oui, le beau business des Champs-Élysées, je le disais, 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Les Champs-Élysées, oui, pour le meilleur et pour le pire. Oui, il y a des symboles d'attractivité, bien sûr, et puis il y a aussi des handicaps. On verra lesquels dans un instant. Une avenue très populaire, nous disait il y a un instant Jean-Noël Reinhardt, le président du comité des Champs-Élysées, l'un de nos décodeurs de l'écho ce soir sur BFM Business. Une avenue très populaire. Juste le marché de Noël quand même. Le marché de Noël qui a dans la seconde partie des Champs-Élysées à partir du rond-point jusqu'à Concorde. Ça fait pas parfois un peu baraque à frites, un peu la cabane à Lulu quand même. Est-ce que ça, voilà, bon. On parle toujours du marché de Noël de Strasbourg. Je suis né à Strasbourg. Oui, et donc j'y allais quand j'étais petit, j'y retourne aujourd'hui. Je trouve que le marché de Noël des Champs-Élysées ressemble à ce grand marché de référence. Oui. C'est-à-dire que c'est parfois un santon, parfois un sapin. Fabriqué en Chine, et puis une activité commerciale assez classique, effectivement. Un bonnet péruvien. Ouais, un bonnet péruvien, oui, c'est vrai. Bon, je suis un peu déçu du marché de Noël. Je trouve que ça fait un peu comme ça déclasse un petit peu les Champs-Élysées. Je donne très peu souvent mon avis dans les décodeurs de l'écho. Je le donne ce soir. Les gosses adorent. Ouais, bah oui. Moi, les gosses adorent. Moi, j'y vais avec les miens. Les enseignes. Alors, les enseignes, justement. Les enseignes que l'on trouve sur les Champs-Élysées. Il n'y a pas que Kousmiti. Bien. Quel numéro sur les Champs ? 71. 71. Côté impair. Oui, le côté impair qui a repris un peu du poil de la bête. Vous nous disiez, Sylvain Aurébi, il y a quelques instants. Oui, les enseignes. Alors, les dernières enseignes qui sont arrivées, il y a Levi's, il y a Mac, c'est du maquillage. Tiffany, oui, c'est du beau, c'est de la joaillerie. Aigle, Tommy Hilfiger, américain. Marionneau, Banana Republic, Marks & Spencer, et puis il y a quelques temps, 2 ans, je crois que c'était Abercrombie & Fitch. Bon, c'est évidemment l'endroit où il faut être, Kousmiti. Vous avez choisi, vous nous disiez tout à l'heure, très beau corner, très belle vitrine, très belle représentation. Ben oui, il faut y être, mais il faut être dans beaucoup d'endroits en France et dans le monde. Les Champs-Élysées sont un de ces endroits, mais c'est vrai qu'on a... Moi, ça a été un pari, parce que moi, je suis PME. Alors, on est en train de passer ETI, mais on était PME quand on s'est installé sur les Champs-Élysées. C'était un sacré pari. Parce que, pardon, on va parler chiffres, si vous pouvez. Oui. Vous êtes assez franc, puisque vous connaissez BFM Business, vous intervenez à BFM. Mais là, mes concurrents me regardent, je suis moins franc que d'habitude. Chez les experts de Nicolas Dos tout au long de l'année. Allez, combien ça coûte d'être sur les Champs-Élysées ? Combien vous avez payé chez Kousmi ? Non, ça coûte cher. Je veux dire, comme Christian, il n'y a pas de moyen. Non, mais ça coûte cher, évidemment. C'est vrai, homme politique en 2014, Sylvain. Non, mais certainement pas. Alors là, pour le coup, non, ça coûte cher, évidemment, mais en termes de visibilité et en termes commerciaux, parce que la boutique est rentable sur les Champs-Élysées.
parce qu'on a beaucoup de monde qui passe. Alors Emmanuel n'achète pas, mais il préfère les bonnets péruviens. Mais on a des gens qui viennent et qui achètent chez nous. Alors je voulais vous dire une chose tout à l'heure, c'est que le panier moyen des Champs-Élysées n'est pas plus élevé que le panier moyen de nos autres boutiques. C'est à peu près équivalent. Oui, mais parce que Emmanuel Le Chypre, moi je suis frappé. Les marques que vous avez citées, Fabrice, tout à l'heure, c'est exactement les mêmes marques qu'on retrouve dans tous les centres commerciaux qui ont ouvert partout. Donc finalement, alors c'est pas une critique, c'est un constat. C'est pas une critique, c'est que les Champs-Élysées aujourd'hui, c'est un centre commercial à ciel ouvert, mais qui regroupe finalement les mêmes enseignes que celles qu'on retrouve absolument partout. Donc c'est pas étonnant qu'ils dépensent pas plus que dans les centres commerciaux ailleurs. Au Grenelle, vous êtes installé il y a un mois et demi maintenant aussi, Sylvain Raby. Oui, de plus en plus d'enseignes, en effet, de textiles, d'enseignes américaines, vous le disiez, les Américains qui avaient un petit peu de retard, Jean-Noël Reinhardt. Comment ça se passe, les grandes enseignes qui ne lésinent pas sur les moyens? On a vu avec H&M, on a vu avec Abercrombie. C'est vous qui allez les chercher, ils vous sollicitent? Non, mais le comité n'intervient pas dans les deals. Globalement, comment ça se passe? Combien de temps à l'avance? Je crois que les entreprises vont voir des gens comme Monsieur Dubois et ses confrères, dont le métier est d'assurer la liaison avec les bailleurs. Mais je voudrais juste dire une chose. Justement, Christian Dubois, c'est vous qui allez les chercher ou elles viennent à vous? Comment ça se passe quand on est à la tête de l'immobilier entreprise? Je ne voudrais pas sombrer dans la facilité qui consiste à dire que globalement, puisque c'est les Champs-Élysées, il y a une grande liste d'attente. Il y a une grande liste d'attente pour aller sur les Champs-Élysées. Mais d'un autre côté, quand une enseigne, quelle que soit son activité, est prête à investir une telle somme d'argent pour se retrouver dans ce qui doit être le joyau, le flagship, le vaisseau amiral de la marque, les niveaux d'exigence sont extrêmement élevés. Je suis d'accord. Et donc, on y retrouve, je suis assez peu d'accord avec l'idée qu'on retrouve toujours les mêmes personnes et que les Champs-Élysées sont un centre commercial comme un autre. C'est faux. Mais globalement, à chaque fois qu'on va y retrouver un concept qu'on pourrait retrouver dans d'autres artères, elle fera ce petit plus en aménagement, en scénographie. Elle va investir un peu plus parce qu'elle doit véhiculer, avant toute autre chose, son image de marque. Et vous avez raison, c'est vrai, Emmanuel Le Chypre, dans les centres commerciaux, vous n'avez pas des très beaux magasins. Abercrombie & Fitch, dans un hôtel particulier, sur les Champs-Élysées, donc bel hôtel particulier. On a des fresques, on a des escaliers un peu style Eiffel. Guerlain, bien entendu, qui a élargi donc son magasin. Le Vuitton, c'est de l'art déco. Et c'est vrai que ce type de magasin, de très beaux magasins, on ne le retrouve pas au centre commercial. C'est vrai, mais nous-mêmes, on a fait un concept différent sur les Champs-Élysées. On a créé le café Kouzmitchov au premier étage, ce qu'on a nulle part ailleurs dans nos boutiques. On se doit de faire quelque chose de différent pour accueillir un public qui est aussi très exigeant, autant que les marques. Ça va être quoi les prochaines enseignes? J'ai cité les dernières, mais quoi? On attend quoi? Alors dites-moi, Jean-Noël Reinhardt, Forever 21, bientôt ou pas? Moi je fais comme vous, j'ai les journaux. Et j'apprends dans les journaux qui vient. Forever 21, ils viennent. Couples Sport, un autre magasin Zara. Non, je ne sais pas qui va venir, mais je pense qu'il y a un endroit assez mythique qui est l'ancien magasin Virgin, qui occupe 6000 mètres au milieu des Champs-Élysées, qui va trouver acquéreur un jour ou l'autre. Donc je pense que les Qataris vont le recommercialiser. Et là, on attend tous de savoir qui va venir. Juste une parenthèse, parce que précédemment, dans une précédente vie, vous avez dirigé le Virgin Megastore, Jean-Noël Reinhardt. Vous êtes complètement dégagé de cette affaire, mais qu'est-ce qui s'est passé finalement? C'est quoi? C'est un paquebot impossible à rentabiliser sur qu'est-ce que c'est? Je vais vous dire, il s'est passé une chose étonnante, c'est qu'en 2002, il y a une révolution industrielle qui s'est abattue sur le monde. Ça s'appelle Internet, non? Ça s'appelle Internet, ça s'appelle le haut débit. J'ai entendu parler. Et depuis 2002, vous avez les disquaires qui ont disparu dans le monde entier. Vous avez Blockbuster, qui était la référence de la vidéo aux États-Unis, qui a déposé le bilan. Vous avez des libraires qui ferment partout. Est-ce que vous avez vu que Chapitre.com avait dans les Échos il y a un mois et vend ses 50 librairies françaises site par site. Donc voilà, on est passé à autre chose. Tout se trouve dans le téléphone. Tout se trouve dans le téléphone. Plus besoin d'aller dans les magasins. Mais est-ce que les Champs-Élysées ne sont pas parfois un petit peu chers? Alors justement, pour rentabiliser Topshop, par exemple, grande. Est-ce que c'est la meilleure? Attendez, grande chaîne britannique. Ils sont installés aux Galeries Lafayette, dans un corner. Ils ne sont pas installés sur les Champs-Élysées. Pour quelle raison, à votre avis, Christian Dubois? Il y a plusieurs raisons. D'abord, le point d'entrée d'une enseigne internationale n'est pas nécessairement les Champs-Élysées. La logique Galeries Lafayette, c'est une logique qui est finalement un peu win-win, à la fois pour le groupe Galeries Lafayette et pour Topshop. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes retrouvent ces marques sont connues avant d'être arrivées sur le territoire national. Donc il y a une forme d'effet nouveauté. Je crois que c'est important pour Topshop de tester le marché dans un des plus grands endroits marchands.
vitrines de la France que sont les Galeries Lafayette. Donc la première des logiques, c'est le test réel grandeur nature des collections Topshop par rapport à une clientèle française. Je trouve assez prudent l'approche de Topshop de s'installer dans la Galerie Lafayette. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est que bien souvent, pour s'implanter sur les Champs-Élysées, il faut débourser des sommes. C'est rarement un loyer pur que l'on paye. C'est le fameux pas de porte dont je parlais tout à l'heure. Et ces pas de porte se comptent parfois en plusieurs dizaines de millions. Ouais. Ce n'est pas du tout dans les pratiques anglaises de payer des pas de porte. Le fameux key money anglais. Et c'est pas une pratique habituelle. On en revient toujours à la pratique, la législation des baux commerciaux en France, mais c'est pas du tout la pratique. Alors évidemment, si on n'est pas prêt à déboucher un pas de porte, pour des grandes surfaces qui sont extrêmement rares sur les Champs-Élysées, ça va être compliqué. Et pour rentabiliser tout ça, il faut un chiffre d'affaires au mètre carré de combien? On parle de 13 000, 14 000 euros, oui, non? Ça dépendra naturellement ça dépend du loyer, ça dépend de l'activité. C'est extrêmement variable. Il faut des gros chiffres d'affaires, encore une fois, on ne va pas se raconter d'histoire. Ouais. Mais les marques qui viennent là ne le font pas forcément pour gagner de l'argent. C'est aussi une énorme visibilité, j'insiste là-dessus, parce que c'est très important, on est visible du monde entier. C'est pas la meilleure rentabilité des magasins Kousmi? Non, évidemment pas, bien évidemment pas. Mais si je prends une partie de mon loyer et que je le compte en budget de communication, je me retrouve avec une boutique dans les autres très rentable, évidemment. Vous avez une question, Sylvain, Emmanuel Le Chypre? Bah non, je m'en voudrais de faire toujours le mauvais coucheur, mais non, moi je démords pas que tout ce que vous avez. Enfin, je trouve que le niveau de après, alors moi j'ai pas de vision pour les Champs-Élysées particulièrement, mais je trouve que la valeur ajoutée en termes de shopping des Champs-Élysées, elle est assez faible par rapport à tous les centres commerciaux qu'on peut voir maintenant dans Paris. Allez à Beaugrenelle où déjà vous pouvez vous garer, ce qui est quand même pas négligeable. Vous pouvez manger aussi des très bons trucs parce que le niveau moyen de la restauration sur les Champs-Élysées, là encore, il est pas. Après, venez déjeuner chez moi. J'y suis pas allé encore. Alors si vous allez me dire maintenant il y a la durée, il y a pas mal d'enseignes, il y a des très bonnes choses. Il y a pas mal d'enseignes, etc. Mais après, moi je pense que j'ai une vision, si vous voulez, qui est un peu has-been des Champs-Élysées et qui effectivement, par rapport à ma première intervention, est assez révélatrice. Moi, j'ai une vision. Pour moi, les Champs-Élysées, c'est quand même une certaine image de la France et une certaine image du luxe. Et pour moi, c'est en termes de soft power, les Champs-Élysées. Pour moi, je vais vous dire ce que ça devrait être les Champs-Élysées, c'est que ça devrait être la galerie d'exposition de tout ce que la France fait de mieux. Voilà, ce que j'aimerais que ce soit les Champs-Élysées et pas un centre commercial avec les Américains. Non, mais c'est débile ce que je dis. Non, si. Voilà, mais bien, Emmanuel Le Chypre. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait Renault, ça me dérange pas qu'il y ait PSA, ça me dérange pas qu'il y ait Kousmi, ça m'emmerde qu'il y ait Abercrombie, tout ça, etc. Alors vous allez dire c'est une forme de protectionnisme, machin et tout. Alors imaginons, tiens, c'est Noël, au jour de l'an, c'est les fêtes. Emmanuel Le Chypre, imaginons, vous avez une maquette, vous avez des petites maisons, des marques, etc. C'est quoi, d'après vous, la configuration idéale des Champs-Élysées? Non mais encore une fois, ce que je dis est absurde dans la mesure où on est sur un marché libre, on nous l'a très bien expliqué. Il y a des gens. Non mais ce que je veux dire c'est qu'il y a de la concurrence et que il y a personne qui possède. On est d'accord. Imaginons. Non mais vous, économiste, c'est quoi la bonne configuration, la bonne répartition entre les marques de voitures, les marques de luxe, les cinémas, le Lido, le Queen, je ne sais quoi. Enfin. Tout bah là on a eu là je pense qu'effectivement après en termes de type de magasin, oui, je sais pas moi enfin je vous dis moi les vêtements c'est très bien, mais si c'est pour trouver les mêmes qu'on trouve partout ailleurs, voilà, je trouve qu'il n'y a pas ce côté. Alors j'entends bien le côté c'est la boutique exceptionnelle où il y a un plaisir de se promener, ça j'entends bien. J'aurais aimé que ce soit un peu plus exceptionnel comme ça en termes de produits qu'on y trouve. Alors Ben Aouda Abdelhaim, s'il vous plaît, très discret, mais qu'est-ce qui se passe Ben Aouda? C'est la fin de l'année. Voilà, c'est ça. Pour aller dans le sens de ce que disait Emmanuel, il y a cette volonté aussi d'une certaine image de la France à l'étranger. J'ai trouvé un papier du Sydney Morning Herald, donc le journal australien de 2008, qui développait toute une idée. En gros, on aimerait voir de beaux chocolatiers, on aimerait voir des marchands de vin, et pas des vendeurs de t-shirts. Voilà, en gros, c'était ça la tonalité du papier. C'est un papier qui date de 2008. Donc, effectivement, ce n'est pas forcément qu'une vision passéiste, comme dit. Et la tendance s'est en effet plutôt aggravée depuis 2008. Et à tel point, on se pose une question, puis on essaiera d'y répondre aussi assez rapidement. Lincoln Solal, adjointe au maire de Paris, en charge du commerce, je crois qu'elle était avec nous début décembre ou fin novembre, quand on a parlé, donc début décembre, du travail le dimanche. Mais la question aussi, le reproche qui est souvent fait, c'est il y a trop d'enseignes de textiles sur les Champs-Élysées, trop de magasins, trop de Zara, trop d'H&M, trop de Abercrombie, trop de ceci, cela. Bon, Jean-Noël Reinhardt,
Faux procès ou pas? Non, mais je crois qu'il y a je pense que ce sont des fantasmes en réalité, parce que la réalité, c'est que vous avez une adéquation partout, toujours, entre le trafic, les gens qui viennent, la zone de chalandise et les enseignes qui y viennent. Si l'avenue Montaigne avait 300 000 piétons tous les jours à l'avenue Montaigne, vous n'auriez pas les commerces de luxe et uniquement de luxe qui sont avenue Montaigne. Les Champs-Élysées, je le redis, c'est une espèce de stratification successive d'histoires, et les Champs-Élysées, c'est l'aboutissement de 5 ou 6 histoires différentes. C'est l'avenue de l'automobile au début du siècle, c'est l'avenue du tourisme, des grands hôtels en 1920, et des palaces. Matahari est arrêté à l'Astoria, HSBC aujourd'hui. C'est l'avenue des cinémas en 1930. C'est l'avenue des piétons en 1980. Il y en avait beaucoup moins avant, quand les trottoirs sont élargis. C'est le débouché du RER en 90. C'est l'avenue du commerce en 80. Quand Virgin prend l'emplacement qui est le sien au 50-52 à l'époque, le local est vide pendant 6 ans. Personne ne vient sur les Champs-Élysées faire du commerce. Et donc c'est un événement extrêmement récent. Et ce qui se passe depuis 10 ans, pour moi, les Champs-Élysées, c'est l'avenue des grandes marques mondiales, dont certaines, effectivement, peuvent être françaises. Donc je crois qu'il faut qu'on accepte une fois pour toutes que c'est les piétons, l'automobile, le cinéma, le voyage, le luxe et la foule. Et quelles sont les images qu'on associe aux Champs-Élysées? La victoire en 45, la victoire à la Coupe du Monde. Et puis donc le passage à la nouvelle année 2014. Emmanuel, on revient dans un instant sur BFM Business. Les Champs-Élysées pour le meilleur ou pour le pire? A tout de suite, soirée de réveillon. Les décodeurs de l'écho. Sur BFM Business, l'écho, c'est clair. BFM Business, gratuitement à la télé. Retrouvez toute l'information économique en images sur le canal 34 de la TNT francilienne. BFM Business en HD sur les réseaux ADSL. Chez Orange sur le canal 103. Chez SFR sur le canal 68. Chez Bouygues Télécom sur le canal 153. Chez Free sur le canal 80. Partout en France, recevez BFM Business par satellite. Chez Fransat, TNT Sat ou sur le canal 107 de Canalsat. BFM Business chez Numéricable sur le canal 59. Sur la TNT, les box, le câble ou le satellite, BFM Business. Toute l'écho en clair à la télévision. Mal de gorge, Lysopaïne. Grâce à un antiseptique local et un agent de défense naturel, Lysopaïne transforme les en médicaments pas avant 6 ans. It makes me feel happier. Joy forever. Désolé Xavier, c'était un énorme dégât des eaux. Les machines sont mortes. Sans compter tout le stock, tout est abîmé, c'est la cata. Je fais quoi moi pour les livraisons? Allô, tu peux répéter? Bonjour, c'est votre agent MMA. Votre multirisque professionnel MMA couvre entre autres vos machines, vos stocks. Et qui va payer nos charges? Charges fixes et baisses de bénéfices sont remboursées aussi. Bref, avec MMA, c'est zéro tracas, zéro blabla pour l'entreprise. Oh, il est bien notre agent MMA. Trop bien. Zéro tracas, zéro blabla. MMA. BFM Business, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundi. Ah oui, les décodeurs de l'écho en ce soir de réveillon, bien sûr. On parle des Champs-Élysées, le business des Champs-Élysées. Champs-Élysées pour le meilleur, pour le pire. Oui, symbole de l'excellence de la France. Et puis en même temps, peut-être aussi, eh bien, illustration de tous nos petits travers. Oui, mauvais accueil, on y reviendra. Peut-être l'insécurité sur les Champs-Élysées. Et puis toutes les lourdeurs administratives, savoir si un magasin doit être ouvert le soir, le dimanche, tout ça. Enfin bref, quel casse-tête. On est bien en France, hein, bien entendu. Tiens, Jean-Noël Reinhardt,
c'est pas parce qu'on est un soir de fête qu'on ne doit pas se pencher sur un petit peu de littérature. Reposons-nous. Et si vous nous parliez de Marcel Proust? Non, je disais simplement que ce qui est intéressant, c'est que les Champs-Élysées ont toujours été un peu sulfureux. Dans La recherche du temps perdu, Marcel Proust, le narrateur qui habite boulevard Haussmann, va rencontrer son aimée Gilberte, la fille de Charles Swann, sur les Champs-Élysées, jouer avec elle, jusqu'au jour où sa mère lui interdit de le faire. Parce que l'air sur les Champs-Élysées, au début du siècle, est un peu vicié et c'est mauvais pour la santé de Marcel. Et bien avant, Catherine de Médicis a demandé qu'on mette de l'ordre, parce que ces espèces de terrain vague, les Champs-Élysées, au bout du jardin des Tuileries, c'était pas bien pour la cour. Je vous rappelle quand même qu'en 1804, à la veille du sac de Napoléon Ier, Philippe Lebon, inventeur du gaz d'éclairage de ville, est assassiné dans un des fourrés des Champs-Élysées. Si on peut remonter à la mythologie grecque, je rappelle que les Champs-Élysées sont l'endroit des enfers où se baladent les âmes vertueuses. Jusqu'au remonte. Et la culture un peu plus loin. Il faut savoir. Non, pas tout de suite. Non, il faut savoir une chose, c'est que les Champs-Élysées ne sont pas une galerie commerciale. On ne va pas aux Champs-Élysées pour faire son shopping. On va aux Champs-Élysées pour se balader sur la plus belle avenue du monde, entre l'Arc de Triomphe et la place de la Concorde. On se balade. On va au Grand Palais. Les Champs-Élysées, c'est la culture, on l'oublie. Il y a énormément de culture aux Champs-Élysées. Il y a le Grand Palais, le Petit Palais, le Palais de la Découverte. Il y a le Lido. Alors ça, la culture, on la place où on peut, Emmanuel. Hein. Alors, il y a... Non, attendez. Chacun son tour. Il y a des théâtres. Il y a des théâtres. Sont dissipés. Emmanuel, il y a des théâtres, la Comédie des Champs-Élysées. Il y a des cinémas. Il y a le Balzac. Allez au Balzac. Le Balzac, c'est un cinéma mythique, exceptionnel, dans lequel le propriétaire du cinéma vient vous raconter le film. J'adore, moi. Monsieur Spoliansky vient vous raconter le film. Il y a de la culture aux Champs-Élysées. On n'y va pas que pour faire son shopping, on y fait aussi son shopping, ce qui est pas mal. Alors, je le disais, donc il y a quand même ce casse-tête dont on parlait en début du mois de décembre, à la suite du rapport Bailly, donc sur le travail le dimanche. Et c'est vrai que vous avez tous suivi les affres de Sephora, obligé de fermer le soir à partir de 21h, alors qu'on sait que le chiffre d'affaires sur les Champs-Élysées, c'est quoi? C'est 20%. 20% se fait après 21h. Bon, une décision quand même. Une décision de savoir si c'est ouvert le dimanche, si c'est ouvert le soir. Enfin, c'est un véritable casse-tête. Tout ça, ça pénalise, ça jette une ombre quand même sur les Champs-Élysées. Jean-Noël Reynard, président du comité. Les champs sont ouverts, tous les commerces sont ouverts parce que les Champs-Élysées sont zones touristiques d'affluence exceptionnelle. Bien sûr. Donc tous les commerces sont ouverts depuis 2009. Alors que les grands magasins boulevard Haussmann ne le sont pas. Ce point est acquis. Par contre, de dire que les Champs-Élysées ne sont plus zones touristiques d'affluence exceptionnelle le soir à partir de 21h, c'est effectivement une absurdité. De dire que Sephora, par exemple, va devoir fermer alors qu'il fait 20% de chiffre d'affaires, c'est pas raisonnable. J'ai calculé qu'au prorata du chiffre d'affaires des enseignes qui devraient fermer, ça peut représenter en termes d'emploi 300 à 400 emplois. Je trouve extraordinaire qu'un pays comme le nôtre, qui a détruit pendant 2 ans de suite 30 000 emplois par mois, décide par un principe républicain que je respecte fort, décide de sacrifier 300-400 emplois sur une seule avenue à Paris le soir après 21h. Christian Dubois, on a quand même l'art de se tirer une balle dans le pied quand même en France en prenant ce type de mesures. On le disait donc, le quart des visiteurs, le quart des 300 000 visiteurs quotidiens sur les champs, ce sont les touristes. Ils n'ont pas envie de trouver porte close. Je suis assez de cet avis, d'autant plus que, en fait, quand on indique une fermeture à 21h, la réalité des faits, c'est 20h15. 20h30, oui, parce qu'il faut que les équipes se... Si vous voulez, en tant que conseil, quand je regarde, nous notre métier, c'est de regarder ce qui fait le commerce dans les plus grandes artères commerciales mondiales. 5e Avenue, Causeway Bay, Ginza, etc. Bon, la plupart de ces pays ont une législation plus libérale en matière d'amplitude d'horaire. Et il est vrai que pour les touristes, 20 millions de touristes, rappelait Jean-Noël, pour les 20 millions de touristes qui viennent, je ne suis pas convaincu qu'ils puissent reporter leurs achats au lendemain. En fait, ils sont là et je ne suis pas convaincu qu'ils reportent leurs achats. Vos clients, entre guillemets, chez Cochon et Wakefield, ils sont au courant de ça? Ils se disent, il y a peut-être une incertitude sur l'ouverture le soir ou l'ouverture le dimanche. On va regarder à 2 fois avant d'aller sur les champs. On va regarder à 2 fois avant de s'installer ici à Paris, en France? Non, on n'en est pas là. L'attractivité des Champs-Élysées reste tout à fait évidente. Néanmoins, il est vrai que les enseignes sont soucieuses de voir ce niveau d'encadrement de législation qui est assez unique dans le monde sur la limitation des horaires d'ouverture sur une artère aussi prestigieuse. Et relayé par la presse internationale, Ben Aouda Abdeldaïm, vous nous aviez souvent évoqué cet article du Wall Street Journal, la ville lumière ferme ses portes à 21h. Alors, comme on est en perpétuelle évolution, j'ai trouvé une dépêche de l'agence Bloomberg
qui s'inquiète fortement d'une instauration d'une taxe sur les plus-values immobilières qui va être instaurée en Grande-Bretagne par George Osborne. Et on dit... Et la crainte, c'est qu'on aille de Londres vers Paris. Donc, comme quoi, tout est... Ah oui, d'accord. Donc, voilà. Bon, le travail le dimanche, Sylvain Réby. Alors, sur les Champs-Élysées, c'est pas un problème. Au travail le dimanche ou le soir. C'est pas du tout un problème, puisqu'on peut travailler le dimanche. Le problème, pour les grands magasins, boulevard Haussmann, c'est absolument scandaleux que ce soit fermé. Parce que qu'est-ce qui se passe, les touristes, qu'est-ce qu'ils font le dimanche? Quand le samedi soir, ils ont terminé leurs emplettes, le dimanche, ils vont à Londres, ils prennent l'Eurostar, ils vont faire leurs courses à Londres, ils rentrent le soir, après avoir dépensé de l'argent chez nos amis anglais. Non, mais si vous êtes chinois, il vous faut un visa, donc ça va être difficile. Alors, d'abord, ils viennent avec un visa, je pense, qui leur permet d'aller... On est hors Schengen. Alors, peut-être pas les Chinois, mais d'autres touristes vont faire leur shopping à Londres le dimanche. Bon. Et donc, c'est complètement absurde. Le rapport Bailly, ça va pas changer grand-chose, a priori. C'est le même qu'il a fait il y a quelques années, et c'est le même qu'il refera dans quelques années. Bon, le tourisme, 3,5 millions de visiteurs par an, quand la Tour Eiffel, elle en compte 7 millions. Des beaux Champs-Élysées, c'est participer au rayonnement de la France, Jean-Noël Reinhardt. Écoutez, oui. Là, c'est la belle vitrine. On parlait de la vitrine de Kousmiti sur les champs, mais au-delà de ça, les Champs-Élysées, ça brille. Je parlais tout à l'heure des images qu'on a tous en tête, de la Libération, la Coupe du Monde, le défilé de Jean-Paul Goude, la grande moisson de Gadveil, voilà. Toutes ces images, ça rayonne, ça embellit les Champs-Élysées, c'est ce que les gens attendent, c'est ce que les gens veulent voir. Et je crois que l'erreur, c'est de confondre le fait que la réalité de l'avenue soit celle d'une avenue populaire avec le fait que son image est celle de la plus belle avenue du monde. Et je crois que tout l'enjeu, c'est de gérer cette idée. Sylvain Réby, Kousmiti. Moi, ça me rappelle quelque chose que dit Jean-Noël. Cette plus belle avenue du monde, il faut qu'elle soit exploitée régulièrement, exploitée dans le bon sens. Et je milite, vous le savez, Fabrice, pour la tenue d'une expo universelle en France en 2025, avec Jean-Christophe Fromentin et tout un tas d'autres patrons élus de collectivité absolument. On milite pour la tenue en France d'une expo universelle. Évidemment, cette expo universelle, elle va être dans le Grand Paris, mais l'axe du Grand Paris, c'est cet axe royal, c'est cet axe majeur qui va du Louvre jusqu'à la Grande Arche de la Défense. Bon, voilà, en tout cas, les Champs-Élysées, donc symbole de l'attractivité touristique de la France. Mais est-ce que parfois on ne s'est pas endormi un petit peu sur nos lauriers? Est-ce qu'on a des handicaps, justement? On va les voir, rester avec nous. On se retrouve dans 10 minutes maintenant sur BFM Business pour la suite des décodeurs de l'écho autour des Champs-Élysées. Merci de nous suivre ce soir de Réveillon. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. La météo sur BFM Business, cette nuit beaucoup moins de vent sur les régions du nord-ouest, jusqu'à 80 km/h sur les caps les plus exposés. En revanche, entre les Pyrénées, la Champagne-Ardenne et la Lorraine, on attend des pluies et du vent soutenu, des rafales entre 80 et 100 km/h. Et puis toujours cette nuit, des pluies sur le quart sud-est et des fortes chutes de neige sur les Alpes. Demain matin, ce sera à peu près la même chose, avec des pluies de Midi-Pyrénées jusqu'aux frontières du nord-est, avec des chutes de neige sur les Alpes du sud à partir de 1400 mètres et de fortes pluies sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Partout ailleurs, des averses localisées et des averses plus marquées sur le littoral atlantique. Dans l'après-midi, pas beaucoup de changements. Les pluies vont stagner sur la façade est, de l'Alsace à l'est du Rhône, y compris sur la Corse. Les pluies seront fortes sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le vent sera encore soutenu en altitude sur les Alpes. Et puis toujours des chutes de neige sur les Alpes du Sud et puis de la neige sur le Jura et les Vosges à partir de 700 mètres. Les températures demain après-midi, elles seront en baisse, mais il fera encore doux. On attend entre 9 et 16 degrés en général. Humextrum. Humextrum, médicament pour l'adulte contenant du paracétamol et un vasoconstricteur dans le comprimé jour, du paracétamol et un antihistaminique à effet sédatif dans la gélule nuit. Ne pas associer avec d'autres médicaments qui en contiennent. Prenez le dessus. Prenez Humextrum pour être en forme le jour et mieux dormir la nuit. Pas avant 15 ans, ne pas utiliser chez la femme enceinte. Si les symptômes persistent plus de 4 jours, consultez votre médecin. Vite, Humex tout sèche oxomémazine. Prenez le dessus. Prenez Humex tout sèche oxomémazine. Humex tout sèche oxomémazine. Médicament indiqué pour la toux sèche, en particulier quand elle survient le soir ou pendant la nuit. Contenant un antihistaminique à effet sédatif, pas avant 6 ans. Ne pas utiliser chez la femme enceinte sans avis médical. Nous, on adore s'envoyer en l'air. Mais pas avec n'importe qui. Avec Livigo.com, comparez tous les vols, même les low cost, pour trouver en un instant le meilleur prix.
Liligo.com, c'est bon de trouver le bon vol. Avec Everest Mobile, le poker vous suit partout. Everestpoker.fr, le poker commence ici. Les Champs-Élysées, pour le meilleur et pour le pire. Bah oui, on va continuer. On va se retrouver dans 10 minutes à présent. Donc, ce sera juste après le journal de l'écho de 20h. Toujours avec nos invités. Très bon réveillon de Noël. J'espère que vous aurez de très beaux cadeaux. Il est 20h04 sur BFM Business. Tout de suite, on fait un point sur l'information et 17 départements qui sont toujours en vigilance orange, principalement sur un axe Rhône-Saône, ce en raison des vents violents, d'inondations ou encore de risques de submersion. Le sud-est, pour sa part, attend de fortes pluies et selon ERDF, 145 000 foyers seraient toujours privés d'électricité. Morlaix, Quimper, Quimperlé et Châteaulin ont obtenu l'état de catastrophe naturelle. Toutes ces villes ont été inondées par le passage de la tempête Dirk. À la une de l'actualité économique, on détaillera dans quelques instants les chiffres dévoilés par l'INSEE aujourd'hui. Mais d'abord, on s'intéresse aux ventes de champagne. Vous êtes peut-être déjà en train d'en ouvrir une, voire plusieurs. Les ventes de champagne, 100% sont pourtant attendues en baisse pour la deuxième année consécutive. Après un recul de 4,4% en 2012, les professionnels s'attendent à une baisse des ventes en volume de 3 à 4% en 2013. Les grandes marques ne voient plus leur avenir en Europe. Les explications de Mathieu Moulin. Le champagne ne s'est jamais remis du coup d'arrêt de 2008 quand les ventes se sont effondrées au début de la crise. 340 000 bouteilles en 2007, à peine 300 000 aujourd'hui. Jusqu'à présent, les producteurs réussissaient à compenser en augmentant les prix, stratégie qui forcément a ses limites. Cette année, même le chiffre d'affaires pourrait reculer. En France, où l'on déguste la moitié du champagne mondial, crise économique oblige, les ventes sont en chute libre. En Europe et surtout en Grande-Bretagne, le deuxième marché mondial, les vins effervescents moins chers gagnent des parts de marché, ainsi qu'aux États-Unis, le troisième marché mondial. Et finalement, l'avenir du champagne, c'est l'exportation en Asie et en Afrique. Oui, mais à deux exceptions près, le Japon et l'Australie. Si les ventes progressent vite, elles partent de très bas. Stratégie donc de long terme que comptent mener notamment les trois plus gros exportateurs mondiaux, Moët, Veuve Clicquot, les deux marques d'LVMH et Laurent Perrier. L'INSEE a donc confirmé aujourd'hui les chiffres de la croissance du troisième trimestre, une croissance qui se replie de 0,1% selon l'Institut. Et dans le même temps, la consommation des ménages français a rebondi de 1,4% en novembre, une hausse qui s'explique par la baisse des températures et donc l'augmentation des dépenses en énergie et qui ne garantit donc pas une reprise durable de la consommation. Enfin, pour être complet, la dette publique a légèrement diminué au troisième trimestre à 92,7% du PIB. Concernant le détail de la structure du PIB français, justement pour le troisième trimestre, on découvre notamment que les marges des entreprises non financières ont beaucoup souffert. Les explications de Laure Closier. Mauvaise nouvelle pour les entreprises françaises, leur taux de marge est tombé au troisième trimestre à son plus bas niveau depuis quasiment 30 ans. À 27,7%, il enregistre une baisse de 0,5 points par rapport au deuxième trimestre. Deux facteurs sont en cause, une hausse de la masse salariale d'un côté et une hausse des impôts de l'autre. Et la baisse des marges fin 2013 entraîne mécaniquement des inquiétudes sur le futur niveau de croissance. Les marges d'aujourd'hui, ce sont en effet les investissements de 2014. Sans investissement, difficile d'entraîner une reprise solide et vu les chiffres médiocres déjà publiés pour le troisième trimestre sur l'investissement, il faut donc absolument que les marges des entreprises se reconstituent. L'enjeu est économique pour les entreprises qui doivent recommencer à embaucher, mais aussi politique pour contribuer à la fameuse inversion de la courbe du chômage promise par le gouvernement. Au Japon, le budget 2014 a été validé et le terme déflation, lui, a disparu du rapport mensuel sur l'économie. C'est inédit depuis 4 ans et c'est donc très remarqué. Pour autant, est-ce que la troisième économie mondiale parviendra à faire remonter durablement ses prix à la consommation? On voit ça avec Benahouda Abdedaïm.
Peut-être inquiet de sa propre audace de ne plus mentionner la déflation, le cabinet du Premier ministre Shinzo Abe a aussitôt précisé que la lutte contre la chute des prix n'est pas terminée. L'économie japonaise, il faut le dire, reste éloignée de l'objectif officiel d'une hausse de l'inflation de 2%. Toutefois, peu à peu, elle semble s'en rapprocher. 0,9% en octobre, 1,1% attendu en novembre. L'appréciation du coût de l'énergie en raison de l'effritement continu du yen y est pour beaucoup, mais même lorsque l'énergie et les produits frais sont exclus du calcul, il y a une évolution positive des prix à la consommation, ce qui n'est plus arrivé depuis octobre 2008. Le gouvernement constate ici et là des signaux favorables, comme une progression des primes de fin d'année pour les salariés. Et cette fois, ce surcroît de pouvoir d'achat servirait moins à épargner qu'à consommer. Il va pourtant falloir bien davantage d'arguments pour convaincre les marchés japonais que les 2% d'inflation sont atteignables désormais. Pour preuve, tous les rendements des emprunts d'État demeurent à des niveaux extrêmement bas. Les doutes ne portant rien sur les capacités de la Banque centrale du Japon à piloter sa politique monétaire ultra accommodante, voire ultra agressive. C'est la détermination du gouvernement Abe qui pourrait être remise en question, celle de réformer radicalement les structures de l'économie japonaise dont la productivité dans les services demeure à la traîne de la plupart des grandes économies de l'OCDE. Merci Benaouda Abdelhaim pour toutes ces précisions. Moscou saisit l'Organisation mondiale du commerce. 1 an seulement après son accession à l'OMC, la Russie a lancé une procédure à l'encontre de l'Union européenne. Elle s'estime en effet lésée par la taxe imposée par Bruxelles sur une série de produits importés, taxe plus lourde au motif que les industriels du pays bénéficient de prix plus faibles pour leur énergie. Début janvier, on connaîtra les immatriculations de véhicules neufs pour l'ensemble de l'année. Sauf surprise, 2013 ne sera pas un cru exceptionnel. Pourtant, depuis quelques mois, la baisse des ventes s'est ralentie. Les marques françaises ont commencé à redresser la barre. Et selon des chiffres provisoires que BFM Business s'est procuré, sur les 20 premiers jours de décembre, les marques Renault et Citroën affichent des immatriculations en forte progression. Pour continuer sur cette lancée en 2014, elles vont accélérer les nouveaux lancements. Les précisions de Mathieu Sévin. Jouer la carte de la nouveauté, cette stratégie adoptée par Renault, Peugeot et Citroën cette année va connaître une nouvelle étape l'an prochain. Après les faux 4x4 capturés 2008, Renault et Peugeot vont être rejoints sur ce segment par Citroën. La marque présentera en février la déclinaison passe-partout de sa C4, la première de la ligne Cactus, synonyme de repositionnement pour Citroën. Citroën qui enchaînera au printemps avec le lancement de la nouvelle C1. Elle sera suivie par une cousine germaine, la Peugeot 108. Renault ne sera pas en reste avec la 3e génération de la Twingo. Si ces modèles sont loin d'être les plus rémunérateurs, ils ont l'avantage de représenter le gros des ventes pour les généralistes. La multiplication des nouveaux modèles devrait permettre à Renault, comme à PSA, de limiter les promotions l'an prochain pour remplir les carnets de commandes. Si vous ne travaillez pas demain, peut-être irez-vous au cinéma. Un nouveau film sur le monde de la finance sort au cinéma demain. Ce film, c'est Le Loup de Wall Street, réalisé par Martin Scorsese. Le cinéaste américain fait équipe pour l'occasion avec son acteur fétiche, Leonardo DiCaprio. Et depuis Titanic, l'acteur est l'un des acteurs les plus talentueux, mais aussi les plus rentables de sa génération. Les explications de Simon Tannenbaum. Dans Le Loup de Wall Street, Leonardo DiCaprio incarne un trader véreux, symbole des excès de la finance américaine des années 90. L'acteur a peut-être été séduit par le projet car il est lui-même un placement extrêmement rentable dans l'industrie du cinéma. Leonardo DiCaprio est dans le top 5 historique des acteurs qui assurent le plus gros retour sur investissement à Hollywood. Tout commence avec Titanic, le 2e film le plus rentable de l'histoire. Ensuite, les cartons s'enchaînent, Aviator, Inception, Gatsby le Magnifique, jusqu'à Django Unchained, le dernier Tarantino, qui affiche 400 millions de dollars de revenus. Leonardo DiCaprio fait vendre des tickets de cinéma et il en récolte les dividendes. Ses cachets ne descendent plus sous les 20 millions de dollars et il coproduit la plupart de ses films. DiCaprio, l'homme d'affaires, il s'est battu par exemple pour acheter avec ses propres deniers les droits du Loup de Wall Street, adapté d'un livre à succès. Allez, plus que quelques heures avant l'ouverture des cadeaux et cette année, les jeux vidéo sont les stars de Noël. Et quelles sont les nouveautés qu'on risque de retrouver sous le sapin ce soir ou demain matin? Cette année, la bataille va notamment se jouer autour des nouvelles consoles. Anthony Morel nous détaille tout ça. Pour les joueurs, ça va être le dilemme de Noël.
Xbox One de Microsoft ou PlayStation 4 de Sony. Les consoles de nouvelle génération s'apprêtent à envahir votre salon. Toujours plus puissantes, toujours plus connectées, avec notamment de nouvelles fonctionnalités de partage et de jeux à plusieurs. Arnaud Guédan, responsable des consoles chez PlayStation France. Si votre ami qui habite un petit peu loin a du mal sur son jeu vidéo, vous allez pouvoir prendre à distance la main sur son jeu vidéo. Vous êtes tranquillement installé chez vous dans votre canapé avec votre console de jeu, avec votre PS4 et c'est vous qui allez contrôler le personnage de votre ami chez lui à des milliers de kilomètres. Des machines dopées aux stéroïdes pour faire tourner des jeux ultra réalistes. Effets de lumière sur la carrosserie des voitures, match de foot comme si vous y étiez. Il faut bien ça. À l'heure du jeu sur tablette et sur mobile, pas facile de nous convaincre d'investir plusieurs centaines d'euros dans une console. David Nechel, président du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Les tablettes, les smartphones aujourd'hui, ça reste évidemment en forte progression. Mais ça reste 5% de la valeur du marché du jeu vidéo. Si vous êtes un gamer qui veut de la profondeur d'action, des blockbusters qui durent des heures, pouvoir jouer en ligne, s'affronter avec beaucoup d'action, avec une grande fluidité, à plusieurs personnes à la fois, il faut passer sur les consoles, ça c'est évident. Les deux nouvelles consoles sortiront dans quelques semaines, juste à temps pour les fêtes de fin d'année, où Sony et Microsoft comptent bien réaliser des ventes monstrueuses. BFM Business, il est 20h14 et tout de suite la suite des décodeurs de l'écho avec Fabrice Lundy. Ce soir à 22h sur BFM Business. Nous étudions les bénéfices potentiels d'une économie verte mondiale et vérifions si les investissements annoncés peuvent vraiment créer de nouveaux emplois qui soient durables. Sommes-nous des sauterelles? Allons-nous poursuivre cette extinction de masse jusqu'à notre propre disparition? Sommes-nous des sauterelles ou des abeilles? Soyons courageux. Allions-nous pour une croissance verte? Le gouvernement de Singapour a réussi à rendre son petit État insulaire autosuffisant en eau douce. Les autorités de Singapour estiment qu'11 000 nouveaux emplois seront créés grâce aux technologies écologiques de l'eau. Les emplois verts doivent être de bons emplois. Vous ne pouvez pas laisser le marché décider. Le marché cherche toujours la solution la moins chère. C'est peut-être un emploi vert, mais ce n'est pas... BFM Business, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundy. Voilà, après une pause un petit peu plus longue que d'habitude, le soir sur BFM Business. On se retrouve, il nous reste une dizaine de minutes jusqu'à 20h30 pour les décodeurs de l'écho ce soir de réveillon, donc autour des Champs-Élysées. Oui, Champs-Élysées pour le meilleur et pour le pire de la France. Le meilleur, on l'a vu, il y a des belles enseignes, c'est symbole d'attractivité touristique. Et puis le pire, symbole aussi peut-être de nos petits blocages. On parlait des petites ambiguïtés administratives, du casse-tête administratif, les fermetures le dimanche, le week-end. On va parler dans un instant de l'accueil vis-à-vis des touristes, peut-être de l'insécurité autour de cette plus belle avenue du monde, avenue française. Enfin française, je ne sais pas. Benaouda Abdeldaïm, tiens, en fait, qui possède l'avenue des Champs-Élysées? De moins en moins les Français. Je prends le cas de ex-Virgin et Monoprix qui appartenait à un groupe d'assurance français. Il a été racheté par le Qatar qui accumule finalement. Vous avez la vitrine PSA, vous avez le siège de HSBC tout en haut, de la banque HSBC. Vous avez aussi les Israéliens. On a vu les Israéliens, Harel Insurance, qui est avec deux partenaires, a racheté pour plus de 10 000 mètres carrés. Ça a été annoncé fin octobre pour 240 millions d'euros. Donc effectivement, le drapeau est toujours là, mais finalement, ceux qui touchent les loyers ne sont de moins en moins français. Oui, avec sur les Champs-Élysées, je le disais, donc un quart de touristes qui viennent chaque jour, 300 000 visiteurs, dont un quart de touristes, alors des Chinois, des Brésiliens, des Américains, des résidents du Golfe, des Américains. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire encore mieux finalement? Parce que bon, on a des atouts, on l'a vu, il y a des belles enseignes, mais des handicaps. Alors, allez,
accueil pas toujours souriant. On ne sait pas accueillir les touristes étrangers, je trouve. Franchement, du début de la chaîne jusqu'au bout. Transport peut-être insuffisant. Oui, il faudrait peut-être ouvrir un petit peu plus le soir, les transports. De quoi on souffre, Jean-Noël Reynard? Est-ce qu'on ne s'est pas un petit peu endormi sur nos lauriers? Les Champs-Élysées, c'est super et on y va. Non, mais je crois que culturellement, le service n'est pas quelque chose qui est dans l'ADN des Français. Hein. Les pays anglo-saxons sont tournés vers le service de façon très naturelle. Et chez nous, c'est difficile. Et c'est vrai que sur les Champs-Élysées comme ailleurs, il y a dans certaines formes de commerce des progrès à faire. Vous avez deux types de commerce qui cohabitent sur les champs. Vous avez de la vraie vente, le luxe, Cuisinier achète du thé, d'autres secteurs. Là, vous avez de la vente avec des gens qui sont professionnels. Et puis vous avez beaucoup d'enseignes qui font du libre-service. Alors le fantasme très français aussi, c'est d'avoir à la fois du libre-service dans lequel le consommateur se promène, découvre, regarde, et puis en même temps on voudrait qu'il y ait des gens qui soient là pour servir. Dans le libre-service, il n'y a pas de gens qui sont là pour servir. Et donc la question importante pour moi, c'est de savoir, dans l'évolution des Champs-Élysées à 10 ans, avec les grandes marques mondiales qui viennent, si au fond, ces grandes marques qui viendront, ça sera plutôt des grandes marques avec un vrai service ou des grandes marques qui proposeront des formules de libre-service. C'est ça la question qui va se poser. Ben Aoud Abdelhaim. Lorsque vous croisez l'évolution des valeurs locatives dans ces super grandes artères avec le critère de la bienveillance à l'égard des touristes, notamment en prenant l'étude menée par la société Présence début 2012, société Présence qui a envoyé 90 clients mystères avec 4 critères dans 400 points de vente à travers le monde. Vous vous rendez compte que finalement vous êtes moins bien accueillis, moins bien traités, etc., selon cette étude, sur la 5e avenue à New York, sur les Champs-Élysées, et ce sont finalement dans la plus belle avenue de Luxembourg, la plus belle avenue d'Amsterdam, la plus belle avenue de Singapour, où vous êtes le mieux traité. En gros, il y a une décorrélation. Ce n'est une décorrélation entre le prix du bail commercial et le prestige supposé de cette artère, et finalement l'accueil qui est fait aux touristes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Tiens, Emmanuel Le Chypre. Alors, ce qui est marrant dans cette étude, en plus, c'est qu'ils disent que, à côté de ça, les Parisiens sont très sympas. C'est-à-dire que quand les testeurs mystères, en fait, visiteurs mystères, interrogent les gens, la population dans la rue pour demander leur... Alors ils disent les Parisiens, ils sont hyper sympas. Donc ça corrige un petit peu. Non, moi ce que je trouve fascinant, c'est qu'effectivement cette avenue des Champs-Élysées, et c'est là où c'est intéressant, c'est vraiment c'est le microcosme de la France, c'est l'incarnation de la France dans tout ce qu'elle a. Alors on a parlé de ses qualités, de ses défauts, et même je trouve dans sa compétitivité. C'est-à-dire qu'en gros, pour moi, les Champs-Élysées, c'est trop cher pour ce que c'est. C'est-à-dire que c'est le syndrome de la perte de compétitivité française. C'est-à-dire que c'est trop moyenne gamme pour trop cher. C'est surfait. Voilà, et je suis pas sûr qu'on retrouve les mêmes types de magasins sur Causeway Bay ou sur la 5e avenue à New York que sur les Champs-Élysées. Ginza, on trouve Abercrombie également, on trouve des grands magasins. Abercrombie, déjà, on en trouve quasiment un par pays en dehors des États-Unis, puisque leur politique d'implantation, c'est surtout les grandes capitales. Moi, je voudrais revenir, si vous me permettez. Allez-y, Christian Dubois, le directeur de Cushman sur ce que vous disiez auparavant sur la propriété des immeubles des Champs-Élysées comme étant tout d'un coup une sorte de propriété étrangère. Les exemples que vous avez cités sont parfaitement vrais, mais il faut peut-être les pondérer. Si on prend l'immeuble justement Abercrombie & Fitch, il est propriété d'une société française. Si on prend l'immeuble Lancel, il est propriété d'une société française. Si on prend H&M et Zara, ils sont propriété d'une société française. Si on prend Quick, le dernier restant, et Bistro Romain, ils sont propriété d'une famille française. Les Champs-Élysées aujourd'hui... Voilà, c'est ça. Là où il y a 240, 500 millions d'euros, ce sont les Qataris ou les Israéliens ou les Américains qui mais encore une fois, c'est ceux qui possèdent nos entreprises du CAC 40 et qui achètent aussi la dette publique française. Qu'on avance, parce qu'il nous reste 5 minutes pour ce soir de réveillon dans les décodeurs de l'écho. Oui, Sylvain Réby, à la tête de Kousmi, qu'est-ce qu'on pourrait faire davantage pour accueillir encore plus de touristes, davantage d'accueil je ne pense pas qu'il y ait un problème d'accueil, véritablement. Parce que moi, je voyage beaucoup. Et je trouve que l'accueil à l'étranger n'est pas forcément beaucoup plus sympathique et beaucoup plus agréable qu'en France. Vous allez sur la 5e avenue, j'y vais régulièrement. D'abord, je ne trouve pas que toutes les enseignes soient absolument magnifiques, Emmanuel. Il y a des enseignes qui sont assez
assez moyennes et il y a des enseignes très, très haut de gamme. Mais je ne trouve pas que l'accueil soit formidable. Quand je vais à Londres, quand je vais... alors peut-être en Allemagne, je trouve un accueil qui est beaucoup plus sympathique qu'ailleurs, mais véritablement, je ne trouve pas qu'en France, on a... Pas sur Orcadron à Singapour. Et là, tu verras, par exemple, puisqu'on parlait d'innovation, en termes de service à la clientèle. C'est-à-dire qu'en gros, on vous abandonne pas à vous-même dès que vous sortez du magasin. Vous avez des services de livraison, de transport, etc. Là, il y a peut-être des trucs à faire. Alors, dernier point aussi, parce que bon, c'est un mot que j'ai prononcé à plusieurs reprises, l'insécurité. J'ai évidemment pas de chiffres pour étayer, pour infirmer ce sentiment d'insécurité. Bon, il y a souvent des batailles de chiffres sur l'insécurité, et puis on va en entendre parler, puisqu'il y a la campagne municipale aussi qui va démarrer avec un nouveau maire de toute façon à Paris en 2014. Les autorités affirment que tout est fait, que grâce aux policiers, la délinquance est en baisse. Bon, souvent les professionnels ont tiré le signal d'alarme. Il y a eu des images quand il y a eu la victoire du Paris Saint-Germain, champion de France. Il y a eu des émeutes. Il y a la délinquance venue des pays de l'Est. C'était au Trocadéro le C'était au Trocadéro, bien entendu, mais ça avait débordé aussi en direction du nord, donc du côté évidemment des artères qui donnent sur les Champs-Élysées. Bon, il y a les jeunes garçons, jeunes filles qui détroussent des visiteurs venus de pays d'Europe de l'Est. Bon, je ne vais pas citer pour pas ostraciser qui que ce soit. Bon, je cite Madame Ponsol Desportes, Elisabeth Ponsol Desportes, déléguée générale du comité Colbert. Ce sont 75 marques de luxe. Elle s'est alarmée. Elle disait c'est une image catastrophique. Que dit-on exactement, Jean Orena? Que faut-il penser? Plus ou moins d'insécurité? Je pense... Pas des champs, là, bien sûr. Je crois qu'il y a à peu près 1000 fonctionnaires de police qui s'occupent de la sécurité des Champs-Élysées. 1000. C'est vrai que c'est surfliqué, les champs. Voilà, il y a beaucoup de policiers. Et puis la deuxième observation que je ferai, c'est 300 000 à 500 000 personnes par jour. C'est une assez grande ville française de province. Donc les statistiques que je n'ai pas, mais qui seraient intéressantes d'avoir, c'est de savoir s'il y a plus d'incivilité ou d'insécurité sur les Champs-Élysées à 300 000, 500 000 personnes que dans la ville de Nantes, la ville de Strasbourg ou la ville de Lille. Je ne suis pas sûr que ce serait le cas. Au risque de vous surprendre, je pense que les questions principales des Champs-Élysées ne sont pas les questions d'insécurité au sens où les gens sont menacés. Il y a des incivilités, il y a de l'agacement, il y a une mendicité organisée en gang qui pose un problème. Mais moi, je trouve que sur les Champs-Élysées, il y a plutôt un problème de saleté. Il n'y a plus de poubelles sur les Champs-Élysées depuis 10 ans. Et j'essaye depuis des années, c'est Vigipirate qui fait qu'on ne pouvait plus en mettre, et j'essaye depuis des années, mais vous voyez mon impuissance, à ce que la ville de Paris et la préfecture de police se mettent d'accord sur une poubelle qui fait qu'on n'obligerait pas les 200-300 000 personnes qui viennent, dont une partie effectivement des jeunes rapidement d'un sandwich, de jeter leurs trucs par terre parce qu'il y aurait des poubelles. Ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement pragmatique, mais qui embellirait de façon significative la NU. Et sur l'insécurité, il y a quelques réalités, il y a beaucoup de fantasmes, On ne se fait pas tuer sur les Champs-Élysées, on ne se fait pas voler... On ne parlait pas de ça, mais quand il y a des touristes qui viennent et qui peuvent se faire comme ça, farfouiller leur poche... Oui, mais ça commence à l'aéroport de Roissy, quand on rentre dans le RER, qu'on va vers Paris, et qu'on se fait voler sa montre 2 stations après, ou son sac, ou sa valise, 2 stations après avoir quitté Roissy. Sylvain Réby, témoin ou pas de ces... Non. Incivilité, mendicité. Non, mais pas plus sur les Champs-Élysées que boulevard Haussmann ou dans le métro. C'est pas une raison pour s'en contenter. Non, bien entendu, mais je dis que les Champs-Élysées, là, c'est l'autre sujet de ce soir, c'est pas pire qu'ailleurs, c'est pas forcément mieux, mais je trouve que ça se passe plutôt bien. On n'a pas de problème, nous. J'ai beaucoup d'amis qui ont des boutiques sur les Champs. On n'a pas de problème particulier là. Évidemment, il ne faut pas se retrouver là à 4 h du matin parce que c'est un peu plus compliqué, j'imagine, mais ça touche très peu de monde. Nous n'y sommes pas. Bon, très bien. Merci beaucoup. Bon réveillon. Sylvain Réby, on vous retrouvera évidemment en 2014 avec Nicolas Dose, dans les experts, avec la BFM Academy, bien entendu. C'est le patron de Kousmiti, donc au 71 Champs-Élysées. Christian Dubois nous a accompagnés aussi ce soir dans les décodeurs de l'écho. C'est le directeur général de Cushman & Wakefield, donc acteur de l'immobilier d'entreprise, immobilier de bureau. Benahouda Abdedaïm, c'est un cadeau permanent, bien sûr, avec ses expertises. Emmanuel Le Chypre, merci à vous, merci à tous les deux. Et puis je remercie. Sur les Champs-Élysées après le réveil. Oui, Jean-Noël Reinhardt, qui est le président du comité des Champs-Élysées. À tous, de joyeuses fêtes, bien entendu. Les décodeurs de l'écho, rediffusion tout à l'heure à 23h30 comme tous les soirs. Les décodeurs de l'écho qui sont là, présents toutes les vacances de Noël, de 19h à 20h30. Bonne soirée, à demain. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. BFM Business.